reprendre l'enregistrement. OK, donc on est sur, effectivement, voilà. Donc, je vous disais qu'il y a deux notions qu'il faut avoir. La notion de commande neuromusculaire qui montre qu'effectivement, il y a un ordre qui est envoyé de relaxation de ce muscle qui est en permanence contracté. Okay. Et puis après, il y a une action d'ouverture qui se fait disons, en partie par le mouvement de déplacement du larynx. Alors ça, on peut le mesurer. Ici, on va regarder ce qui se passe au moment de la déglutition pour les mouvements de l'osioïde. Donc ça, c'est le déplacement antérieur de l'osioïde. Ça, c'est le déplacement supérieur qui est mesuré en millimètres. OK. Ça, c'est le cartilage du larynx, qui est la même, voilà, qui est un peu de la même nature. Et ce qu'on remarque, c'est que si on mesure la pression dans le sphincter UES et le upper esophageal sphincter, donc c'est le SSO, le sphincter supérieur de l'œsophage, si on regarde ce qui se passe ici, on a au moment du temps pharyngé de la déglutition, on a l'ordre qui est donné au sphincter supérieur de l'œsophage de se relaxer. Donc, on a une diminution de la pression. Okay, diminution de la pression. Puis, on a le passage du flux donc, du bol alimentaire dans le sphincter supérieur de l'œsophage. Et puis ensuite, on a une augmentation de la pression pour verrouiller, si vous voulez, le sphincter supérieur de l'œsophage. Et puis ensuite, cette onde de pression va se continuer vers l'œsophage. De manière concomitante au passage donc de ce bol alimentaire dans le sphincter supérieur de l'œsophage, bien on voit qu'on a une avancée du larynx qui est maximale ici, qui est en plateau, et aussi une avancée, une élévation aussi du larynx qui est maximale. Donc ça, c'est la composante verticale, ça, c'est la composante horizontale du déplacement. Okay. Donc, on voit qu'il précède l'ouverture physique du sphincter supérieur de l'œsophage par notamment l'avancée et l'élévation du larynx. Il précède une diminution de la pression, ce qui est tout à fait logique parce que sinon il faudrait forcer le passage et en physiologie, ce n'est pas ce qui doit se passer, c'est qu'on doit avoir d'abord une relaxation du sphincter supérieur de l'œsophage, puis ensuite le passage du bol alimentaire. Okay, donc ça, c'est la physiologie de ce qui se passe. Donc les points importants au niveau anatomique du sphincter supérieur de l'œsophage, le muscle cricopharyngien, c'est le muscle strié le plus important du SSO. Hein, c'est un muscle strié, il est très important, mais on sait qu'il y a aussi les fibres inférieures du constricteur inférieur, du pharynx, qui interviennent, et parfois même les fibres supérieures, la partie supérieure de l'œsophage cervical. Et globalement, ça reste quand même une zone d'hyperpression qui est étalée sur 2 cm autour de ce muscle cricopharyngien. La morphologie très importante de fer à cheval tendu entre le cricoïde et la jonction pharyngo-œsophagienne. Ici, ce qu'on voit ici, c'est une vue endoscopique où on a ici la partie arrière du cartilage cricoïde qui est recouvert de muqueuse. Hein, okay. Et puis ici, en arrière, ce fer à cheval qui est constitué par le muscle constricteur inférieur ici. Donc finalement, là, ça c'est le fond des sinus piriformes de chaque côté. C'est la partie basse des sinus piriformes. Ici, la paroi pharyngée postérieure qui se continue par ici l'endroit où on va avoir effectivement le muscle cricopharyngien lui-même. Donc, on voit bien cette morphologie en fer à cheval musculaire postérieure, en arrière, et la partie cricoïdienne, donc cartilagineuse, en avant. Donc, on a cette asymétrie antéro-postérieure, cartilage en avant, muscle en arrière. Alors, c'est mobile, hein, donc ça, c'est très, très important. Donc, il y a les muscles élévateurs du larynx qui interviennent pour monter, mais aussi les abaisseurs du larynx qui vont intervenir pour l'abaisser. Au niveau de l'innervation, l'innervation, elle est faite par le 10. Par le 10, on en avait parlé mercredi. Je vous en avais dit quelques mots. Le nerf laryngé supérieur avec sa branche externe,
hein, External Branch of Superior Laryngeal Nerve, c'est EBSLN. L'external branch of, donc la branche externe du nerf laryngé supérieur, eh bien, va au muscle cricopharyngien dans les plusieurs études qui ont été réalisées, et le nerf laryngé inférieur également. Donc là, c'est le récurrent laryngeal nerve, le nerf laryngé récurrent ici, la branche externe du nerf laryngé supérieur, ou les deux, un mélange des deux, eh bien, ça intervient à 90% pour le nerf laryngé inférieur, 75% pour le nerf laryngé supérieur et 70% pour les deux. Donc, dans des dissections, ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a une variation interindividuelle, il y a une prédominance du nerf récurrent, mais qu'il y a aussi une action du nerf laryngé supérieur sur cette innervation motrice du nerf laryngé supérieur. Ce sont des données qui sont assez récentes, hein, vous voyez cette publication de 2017. Donc ça explique qu'il y ait, disons, par exemple dans les paralysies récurrentielles, qu'il y ait un certain degré de dysfonction de ce muscle cricopharyngien, mais qui n'est pas, disons, automatique ou exclusif, parce que dans certains cas, il peut y avoir une suppléance, même une prédominance de l'innervation par le nerf laryngé supérieur. Okay, donc il y a une variation interindividuelle importante qui peut expliquer des variations de symptomatologie. Alors, plusieurs points importants pour la physiopathologie, la physiologie du sphincter supérieur de l'œsophage. Donc, on note qu'il y a un tonus de base, donc c'est une contraction permanente, c'est un muscle qui est tout le temps contracté, c'est un sphincter. La relaxation et l'ouverture ne sont pas synonymes. Relaxation, ça veut dire arrêt de la contraction musculaire. Ouverture, ça veut dire déplacement du larynx et ouverture physique du sphincter supérieur de l'œsophage. Il y a une notion de temporalité. La relaxation précède l'ouverture du SSO. Et l'ouverture de SSO, finalement, elle se fait au début par le mouvement antéro-supérieur du cartilage cricoïde. Donc, ça, c'est grâce au déplacement antérieur et supérieur du larynx, des muscles élévateurs. Mais l'ouverture, elle se fait aussi par la pression que va exercer le bolus. C'est-à-dire, si vous avez des... Alors, cette pression du bolus, c'est donc la poussée du bol alimentaire. La poussée, elle se fait bien évidemment par les muscles qui sont au-dessus, c'est-à-dire les constricteurs inférieurs du pharynx. Donc, il faut, pour avoir une bonne ouverture du sphincter supérieur de l'œsophage, d'une part, que le larynx se déplace vers le haut, mais d'autre part, que le pharynx pousse suffisamment fort le bolus alimentaire. Donc, en cas de paralysie, bien évidemment, on aura une ouverture qui ne sera pas maximale. Deuxième élément qu'on va garder en ligne de compte pour la pathologie, c'est qu'il faut qu'il y ait une compliance musculaire de ce sphincter supérieur de l'œsophage, en quelque sorte qu'il reste souple, qu'il soit élastique et qu'il se laisse distendre lorsque le bolus va pousser dessus et lorsque le larynx va se déplacer en avant et en haut. Si on est devant un muscle qui a perdu ses propriétés physiques de souplesse et d'élasticité, donc ce qu'on appelle la compliance, mais à ce moment-là, s'il y a une rigidité, au contraire, eh bien, par définition, l'ouverture ne pourra pas se produire, bien qu'il y ait un déplacement du larynx, bien qu'il y ait une commande de relaxation. Okay, donc, vous voyez, avec ce schéma, les différentes causes et les différents points d'analyse qu'on va avoir pour se rendre compte de ce qui se passe chez un patient. Est-ce qu'on a des mouvements du larynx qui sont de bonne qualité? Est-ce que le muscle constricteur inférieur permet de pousser suffisamment le bolus? On verra que là aussi, la composition du bolus et son volume agissent sur
la dimension de cette ouverture du sphincter supérieur de l'œsophage. Donc, on pourra agir là aussi avec le volume du bolus et sa composition pour ouvrir plus le sphincter supérieur de l'œsophage. Et puis, dernier point, est-ce que ce muscle a la capacité de se relaxer, enfin en tout cas de se laisser distendre, d'être élastique et donc de pouvoir laisser passer sans obstacle le bolus. Okay. Donc en pratique, la relaxation du sphincter supérieur de l'œsophage se mesure essentiellement par manométrie. Manométrie, c'est le fait d'enregistrer des pressions, donc ça on va en parler. Comment on peut enregistrer des pressions dans le pharynx et dans l'œsophage. On peut aussi la mesurer de manière quasi expérimentale, hein, ce n'est pas vraiment fait en pratique clinique, en tout cas nous dans notre équipe, par électromyographie, c'est-à-dire par enregistrement de l'activité musculaire et de l'activité neuromusculaire au niveau du sphincter supérieur de l'œsophage. L'ouverture, quant à elle, se voit. L'ouverture, elle se voit, et elle se voit comment? Par radiocinéma. Okay, donc, la relaxation, elle se mesure par manométrie, par les pressions, et l'ouverture du SSO, elle se voit par radiologie. On verra qu'il y a aussi, dans certaines pathologies, on peut retrouver des signes indirects en fibroscopie. Lorsqu'on fait une fibroscopie de la déglutition, on aura des signes indirects qui vont nous donner des petites orientations, bien évidemment, sur ce qui se passe au niveau du sphincter supérieur de l'œsophage. Alors, radiologie, manométrie, électromyographie, on va en parler. Alors, là, on va commencer par la vidéoradiographie ou le radiocinéma. C'est l'examen de première intention. On l'a vu, hein, ça permet l'intégration, c'est-à-dire la compréhension et l'analyse des phases de la phase orale, pharyngée, œsophagienne de la déglutition. Au niveau du SSO, on va mesurer, on va voir plusieurs choses. L'amplitude de l'ouverture du SSO. On va regarder aussi si, justement, en corollaire de cette amplitude d'ouverture, il n'y a pas, à l'inverse, une persistance de l'empreinte du cricopharyngien au moment du passage du bolus, qu'on appellera une barre cricopharyngée. Okay. On va pouvoir avoir des signes indirects sur le trouble de la clairance pharyngée. Est-ce qu'il y a un résidu? Donc, le résidu dépendra de deux choses, de la capacité du pharynx de se contracter, d'une part, et de la capacité du sphincter supérieur de l'œsophage à laisser passer le bolus. Hein. Donc, ça sera la somme, quand on aura un trouble de la clairance pharyngée, ça sera toujours la somme de la compétence pharyngée et de la compliance du sphincter supérieur de l'œsophage. Et puis, autre élément secondaire qu'on va retrouver sur la vidéoradiographie, c'est la présence d'inhalation, soit pendant la déglutition, mais là, au niveau du SSO, ça sera plutôt des inhalations secondaires après le temps pharyngé de la déglutition. Alors, un protocole hein, qu'on peut utiliser, position assise du patient, la tête calée sur un repose-tête, donc position orthostatique, hein, l'incidence de profil, incidence de face, ici, incidence de profil, incidence de face et optionnel des manœuvres et des postures facilitatrices au moment de ce radiocinéma. Donc, en incidence de profil, pour les liquides, ça c'est ce qui peut être utilisé. Donc, vous aurez un exemple hein, ici. Liquide, pâteux, solide, en général, on teste les trois textures de profil. Pareil de face, surtout liquide et pâteux. Hein, ça permet d'avoir ce protocole des analyses assez bien calibrées. Voilà, ça je vous le laisse, vous pourrez l'avoir en exemple. Donc ici en radiocinéma de la déglutition, on en a vu beaucoup hier notamment. Donc là, ce qu'on va regarder dans ce temps pharyngé, ici, vous voyez des déglutitions répétées avec ici un passage très difficile du sphincter supérieur de l'œsophage, hein, 2 cm sous le niveau des cordes vocales, avec ici cette stase pharyngée. Donc là, on a vraiment l'impression qu'on a une... vous voyez, on voit tout le temps l'empreinte du cricopharyngien ici,
sur ce radiocinéma. Et donc, là, on a un obstacle qui est lié essentiellement en première analyse, hein, sur un défaut majeur de l'ouverture, comme s'il y avait une constriction permanente du muscle cricopharyngien, du sphincter supérieur de l'œsophage, avec en conséquence un défaut de vidange du muscle, enfin du sinus piriforme, donc des constricteurs inférieurs. Vous voyez, avec un très faible passage de la bouche œsophagienne. Donc, ce qu'on va regarder, c'est ça, c'est les troubles de l'ouverture, absence diminuée, retardée, difficile à dire, hein, retardée ou raccourcie, fermeture précoce. La rétention en amont dans les sinus piriformes, et puis non spécifique, l'hypomobilité laryngée, l'hypocontractilité pharyngée. On peut le voir, ça, l'hypocontractilité pharyngée sur les incidences de face, pour voir une asymétrie d'un sinus piriforme par rapport à l'autre. C'est assez intéressant dans les syndromes de Wallenberg notamment, où on peut avoir dans les syndromes de Wallenberg, on peut avoir des paralysies isolées du pharynx et pas de paralysie du larynx. Hein, c'est uniquement les branches pharyngées qui peuvent être touchées. Et donc, on peut avoir une hypocontractilité ou une absence de contraction d'un côté par rapport à l'autre. Alors, la manométrie pharyngée, son principe, c'est d'enregistrer des pressions. D'enregistrer des pressions au repos du sphincter supérieur de l'œsophage, essayer de les caractériser. Est-ce qu'elles sont abaissées, est-ce qu'elles sont normales, est-ce qu'elles sont élevées, de voir, d'assister à la relaxation du sphincter supérieur de l'œsophage, donc de voir si la temporalité est bonne juste avant le passage du bol alimentaire, son amplitude, est-ce que c'est une relaxation suffisante ou pas en termes de baisse de pression. Donc, l'amplitude et le caractère séquencé de la contraction pharyngée, ça permet de voir la relation entre le pharynx et le sphincter supérieur de l'œsophage, et puis l'amplitude de la pression intrabolus hypopharyngée, c'est-à-dire quelle va être la pression que va délivrer le constricteur inférieur pour propulser le bol alimentaire. Donc, ça se fait au moyen... Alors, il y a plusieurs générations, hein, générations d'appareils qui ont servi dans ces mesures physiologiques. Donc, les plus anciens, ce sont des cathéters perfusés, c'est-à-dire que ce sont des petites cathéters, micro-cathéters qui sont à l'intérieur de cette sonde et donc qui vont s'aboucher. Donc, on a une colonne d'eau qui perfuse en fait ces micro-cathéters et donc ça permet de transmettre la pression à un manomètre qui est raccordé à cette sonde. Donc ça, ce sont des cathéters perfusés. Et puis, sont apparus des manomètres avec donc, des capteurs de pression, de la pression transmurale, c'est-à-dire orthogonale, perpendiculaire au cathéter, qui vont pouvoir enregistrer directement des pressions. Ça, c'est les deux types maintenant, à l'heure actuelle, la plupart des dispositifs sont des capteurs de pression. Alors ici, on a un exemple de ce qui est enregistré. On a un point d'enregistrement au niveau du pharynx, un ici au niveau du sphincter supérieur de l'œsophage, et puis tout le long de l'œsophage jusqu'au sphincter inférieur et à l'estomac. Donc ce sont des sondes qui sont passées par voie nasale. C'est bien sûr sur un sujet qui est éveillé, qui est en consultation. Et donc, on va mettre en place cette sonde et enregistrer, vous voyez, avec toute une série de capteurs, ce qui se passe au niveau de l'œsophage. Et donc là, on a, de manière semi-quantitative, un petit peu visuelle, à la fois, donc on voit ce qui se passe au niveau de la pression, pression, et donc plus on a le tracé rouge, plus on est dans l'hyperpression avec cette échelle de couleurs, et à l'inverse, plus on est dans le bleu, moins il y a de pression. Et donc on voit finalement là le tonus de base, ici l'hyperpression au niveau du sphincter supérieur de l'œsophage, et puis ensuite l'onde de pression péristaltique qui se déplace pour aller jusqu'au sphincter inférieur de l'œsophage. Alors, ce sont des manométries maintenant qui sont haute résolution, hein, qui permettent d'enregistrer
la relaxation du sphincter supérieur de l'œsophage. La manométrie, elle doit être couplée à la manométrie de l'oro et de l'hypopharynx parce que tout est, si vous voulez, c'est quelque chose qui est relatif, hein, où on va mesurer une variation de pression, mais en correspondance avec ce qui se passe au niveau de l'oro et de l'hypopharynx. Donc, il est certain que le sujet doit avoir une petite habituation au port de cette sonde pendant à peu près 5 minutes. Et puis, il faut bien prendre acte de ce qui se passe, puisqu'il peut y avoir des mobilités du cathéter vis-à-vis de ce qui se passe dans le déplacement du sphincter supérieur de l'œsophage. Donc, la plupart des dispositifs maintenant sont couplés à la vidéoradiographie qui permet d'avoir un repérage dans l'espace de ce qui est en train d'être enregistré au niveau des pressions. Donc, le gold standard, si on veut, c'est de coupler la manométrie et la vidéoradiographie. Donc, le point important, c'est que au niveau des examens, l'examen de première intention, c'est le radiocinéma. Il permet d'avoir un diagnostic sur le mécanisme et sur les conséquences de la dysphagie au niveau du sphincter supérieur de l'œsophage. La manométrie pharyngée permet d'analyser les troubles de la relaxation du sphincter supérieur de l'œsophage. Elle est d'interprétation quand même plus difficile. L'utilité clinique, elle est discutée. Je pense qu'elle est intéressante dans certains cas, notamment avec des équipes qui en ont une grande expérience. Et c'est vrai que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on adresse les patients à l'équipe du professeur Pouderoux, qui a une bonne expertise parce que c'est quand même quelque chose qui est très opérateur dépendant. Il faut en avoir une bonne expérience. L'électromyographie, on n'en parlera pas parce que c'est quelque chose qui, pour notre part, ne se fait pas en routine et les mêmes limites que la manométrie œsophagienne, avec là aussi encore moins disons, de reproductibilité au niveau du sphincter supérieur de l'œsophage. Alors, on va maintenant envisager les étiologies des dysfonctions du sphincter supérieur de l'œsophage avec un petit classement qu'on peut faire de cette manière-là. Les causes neuromusculaires de dysfonction du SSO, causes neuromusculaires et les causes plus ORL, les causes qu'on voit dans la pratique plus chirurgicale et ORL. Donc, dans les causes neuromusculaires, on l'a vu hier, les accidents vasculaires cérébraux, hémisphériques, l'hémisphérique, ou alors ceux du tronc cérébral, les tumeurs du tronc cérébral, la maladie de Parkinson, les dystrophies musculaires, oculopharyngées, la myotonie, les myosites, polymyosites, dermatomyosites, les pathologies granulomateuses, les myosites à inclusion, et les paralysies pharyngo-laryngées. Les paralysies pharyngo-laryngées qui vont aussi donner des dysfonctions du sphincter supérieur de l'œsophage. Au niveau spécifiquement ORL, on identifie les myopathies restrictives, notamment, c'est-à-dire les défauts de compliance de ces muscles avec le diverticule de Zenker, la barre cricopharyngée et les myosites et les fascites radiques, tout ce qui est lié à la radiothérapie. On en a parlé un petit peu hier soir et puis on va en reparler ce matin. Donc, beaucoup de pathologies à la fois neurologiques pures, mais aussi des dystrophies musculaires et même beaucoup de myosites. Les dystrophies oculopharyngées, c'est très très fréquent d'avoir, bien sûr, c'est la composante pharyngo-œsophagienne, c'est ce qui constitue ces dystrophies oculopharyngées. Et puis les myosites à inclusion, granulomateuses, etc. Donc voilà un petit peu les différentes pathologies dans lesquelles on s'attend à retrouver des dysfonctions du SSO et donc dans lesquelles il faudra envisager la participation d'une dysfonction du sphincter supérieur de l'œsophage au problème de déglutition. Avant-hier, j'avais beaucoup insisté dessus, les paralysies pharyngo-laryngées
entraîne très fréquemment, dans plus de la moitié des cas, on trouve des dysfonctions caractérisées du SSO et donc on peut agir dessus pour améliorer la symptomatologie de ces patients. Alors, les mécanismes qu'on va retrouver en fonction des différentes pathologies, mais les troubles de l'ouverture du SSO, on les voit dans les fibroses du cricopharyngien, les fibroses qu'on appelle une musite restrictive, c'est-à-dire que les muscles sont remplacés par des fibres, par des cellules fibreuses, des fibroblastes qui fabriquent des fibres de collagène et donc qui font perdre au sphincter supérieur de l'œsophage, à ce muscle, ses capacités d'ouverture et de structure élastique. Donc, c'est ce qu'on va retrouver dans les barres cricopharyngées, la barre cricopharyngée, puis après, dans le diverticule de Zenker. On va en parler tout de suite après. Dans les troubles de l'ouverture, il y a cette fibrose, il y a aussi la relaxation incomplète ou absente, il y a un déficit de la contraction musculaire pharyngée, hein, donc une diminution de la pression du bolus, et puis un déficit de la protraction et de l'élévation donc de la composante mécanique de l'ouverture du sphincter supérieur de l'œsophage. Okay, on aura aussi des relaxations incomplètes ou absentes. Donc ça, c'est ce qui existe quand on a un défaut de la commande neurologique du sphincter supérieur de l'œsophage. Et puis, on a aussi, et ça, il faut essayer de le mesurer, un manque de la synchronisation ou une incoordination entre la propulsion pharyngée et l'ouverture et la relaxation du sphincter supérieur de l'œsophage. Voilà toutes les composantes qu'on va analyser dans les dysfonctionnements du SSO. Alors, au niveau clinique, c'est très non spécifique. Hein. C'est soit isolé, c'est-à-dire soit quelqu'un qui se présente uniquement avec une dysphagie, ce qu'on appelle haute. En langage, enfin dans la littérature anglo-saxonne, on parle de oropharyngée, de dysphagie oropharyngée. Donc, c'est un petit peu, disons, source de confusion. Dysphagie oropharyngée, ça voudrait dire que ça se passe au niveau de l'oropharynx. Or, ça se passe au niveau de la jonction pharyngo-œsophagienne. On devrait dire dysphagie pharyngo-œsophagienne. Mais la dysphagie haute s'oppose à la dysphagie basse qui est plutôt au niveau de l'œsophage moyen et l'œsophage inférieur, ce qu'on voit dans pas mal de pathologies à la fois fonctionnelles et anatomiques ou tumorales de l'œsophage. Donc cette dysphagie haute, elle est faite de sensations donc, de difficulté à la déglutition, donc de déglutition pénible, difficile, pour laquelle il faut forcer et pour laquelle il faut parfois avoir des comportements d'adaptation qui sont soit des déglutitions répétées, soit une fermeture glottique et une déglutition en force pour lutter contre un obstacle. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la description de dysphagie haute qui est faite par les patients. Parfois, c'est asymptomatique, donc c'est-à-dire que ça peut exister une dysfonction du SSO alors qu'il y a d'autres, disons, désordres dans la déglutition, donc c'est pour ça qu'il faut le rechercher. Mais quand les patients se plaignent électivement de dysphagie liée à un trouble du sphincter supérieur de l'œsophage, il y a une sensation de difficulté à la déglutition et les patients le situent en général très bien le niveau de gêne avec globalement une palpation au niveau du cartilage cricoïde, donc en dessous de la pomme d'Adam qui est le cartilage thyroïde. L'autre cartilage qui est un petit peu plus bas, c'est le cartilage cricoïde et les patients éprouvent une difficulté à ce niveau et ont l'impression de forcer. Alors, ça peut se faire sur les solides, mais bien souvent, c'est une dysphagie qui est un petit peu paradoxale, qui peut intervenir soit sur les liquides seuls, alors que les solides passent bien, ce qui est l'inverse de ce qu'on voit dans les pathologies tumorales. Quand on a une tumeur qui se développe, à ce moment-là, les solides commencent à moins bien passer,
puis après le pâteux, puis après c'est les liquides qui passent en dernier. Alors que là, souvent c'est pour des petits bolus ou la déglutition de la salive ou la déglutition de liquide. Donc on a cette composante fonctionnelle qui fait que quand on a une anomalie de l'ouverture et de la relaxation du sphincter supérieur de l'œsophage, eh bien c'est surtout pour les petits bolus que c'est manifesté ou alors pour les liquides. Donc c'est une dysphagie un petit peu paradoxale. Et donc le niveau d'atteinte, il est bien expliqué par les patients. Et parfois, dans la symptomatologie, c'est uniquement une sensation de boule ou de corps étranger en disant j'ai quelque chose de bloqué en bas, ici, ça me gêne à la dégustation de la salive. Quand je mange, ça se passe bien, mais j'ai un problème de boule dans la gorge. Donc ça peut être parfois uniquement ce type de symptomatologie qui est rapporté par les patients. Alors, des pathologies très caractérisées au niveau de ce sphincter supérieur de l'œsophage, on va voir le diverticule de Zenker et les autres pathologies du sphincter supérieur de l'œsophage. Alors, si on envisage d'abord le diverticule de Zenker, le diverticule de Zenker, c'est quelque chose de très précis. Ici, on a la partie arrière du pharynx, arrière et partie gauche du pharynx et de la trachée. Là, on a l'anatomie normale, constricteur inférieur, muscle cricopharyngien, œsophage, cervical. On a dit tout à l'heure, mais là, c'est plus marqué sur ce schéma, qu'il existe une zone de faiblesse dans cette anatomie, puisqu'il y a une interruption de la continuité musculaire entre ce muscle qui est le muscle constricteur inférieur et ici le cricopharyngien. Donc ici, là, il y a une zone de faiblesse qui a été décrite par Kilian, donc on appelle la zone de faiblesse de Kilian. Il en existe une autre un petit peu en dessous, on en parlera un tout petit peu, de la zone de faiblesse de Leimer. Si on considère que ce muscle réalise un obstacle, un barrage permanent à la déglutition et que ce muscle-là est compétent dans sa contraction, eh bien, il va y avoir finalement une zone de forte pression qui va s'exercer sur la zone de faiblesse et au final, il va y avoir une hernie sur la paroi qui va se faire dans le temps, qui va se développer petit à petit. Et vous voyez ici un sac qui se constitue entre le constricteur inférieur en haut et le cricopharyngien en bas, qui passe par-dessus le cricopharyngien ici, qui lui-même réalise l'obstacle qui est la cause de la constitution de cette hernie, d'accord, avec un muscle au-dessus qui a gardé sa compétence. Donc, ici, on a effectivement la constitution d'un diverticule décrit par Zenker. Okay. Alors, c'est lié à effectivement un obstacle du sphincter supérieur de l'œsophage, lié à un défaut d'ouverture. Donc là, il y a un défaut ce muscle ne se relâche pas. On a une force qui est exercée par ce constricteur inférieur et donc la constitution de ce diverticule de Zenker. Au niveau de la symptomatologie, on a une dysphagie qui est liée à une achalasie. L'achalasie, c'est le terme qui désigne le défaut d'ouverture, d'un sphincter. Donc là, c'est une achalasie du sphincter supérieur de l'œsophage. Et puis, en plus, on va avoir un remplissage de cette poche par le bol alimentaire, par une partie du bol alimentaire qui va du coup avoir un volume plus important. Donc, au moment du passage du bol alimentaire, lorsque la poche va se remplir, elle va avoir un volume plus important qui, ici, va s'appuyer, on ne voit pas sur le schéma, mais sur le rachis, il y a la colonne vertébrale en arrière, et donc, c'est inextensible en arrière, donc ça va pousser vers l'avant. Pousser vers l'avant, ça veut dire que ça va aggraver l'obstacle qui est déjà présent en permanence avec le cricopharyngien. Donc, en fait, on va avoir un problème lié au défaut d'ouverture, mais aussi une aggravation pendant l'alimentation assez caractéristique qui fait que, eh bien, finalement, plus on mange et moins on mange, quoi.
Et donc, on va avoir des repas qui vont s'interrompre liés au remplissage de la poche du diverticule de Zenker. Au niveau de la physiopathologie, ce qu'on retrouve quand on analyse le muscle cricopharyngien de ces diverticules de Zenker et des barres cricopharyngées, c'est pareil, on a une dégénérescence fibro-adipeuse, c'est-à-dire que les fibres musculaires lisses et striées, les fibres musculaires striées plutôt du sphincter supérieur de l'œsophage, du cricopharyngien, sont remplacées par des fibres, donc par des fibroblastes et des cellules adipeuses. Donc il y a une dégénérescence de ce muscle et un remplacement donc, des myofibrilles par du collagène. C'est retrouvé dans près de 80%. Donc on a une altération de ce muscle-là, donc qui perd sa capacité musculaire et aussi donc sa capacité de relaxation et de compliance en fait. Il a été mis en évidence une possibilité d'une incoordination pharyngo-œsophagienne qui aggrave le phénomène, c'est-à-dire avec un retard d'ouverture. Dans certaines pathologies neurologiques, c'est sûr que ça intervient, on en parlera. Il y a des authentiques diverticules de Zenker qui se développent notamment dans les syndromes extrapyramidaux. Et là, le primum movens, la première des choses, ça pourrait être la synchronisation entre la relaxation et la constriction du constricteur inférieur. Donc, la dysphagie, on a une sensation de blocage, d'obstacle du bol alimentaire au niveau de la partie basse du cou, hein, à hauteur du cartilage cricoïde, donc c'est très bien localisé. Pour les aliments liquides et les solides, mais le plus souvent, c'est fluctuant dans le temps, c'est-à-dire que ce n'est pas permanent. Il y a une espèce d'inconstance de ce symptôme, hein, ce qui n'est pas du tout le cas quand on a une cause tumorale ou une cause anatomique qui est fixée. Hein, donc, c'est plutôt dans les causes tumorales qui sont des diagnostics différentiels. Hein, on a plutôt une pathologie qui évolue de manière inexorable dans le temps et qui s'aggrave très, très rapidement, alors que là, on est sur quelque chose de chronique, mais qui a des phases d'aggravation, des phases d'amélioration. Il y a des conduites de compensation, hein, donc de déglutition répétée, d'aide par la déglutition de liquide, d'efforts pharyngés et de postures facilitatrices, rotation céphalique, antéflexion de la nuque, parfois déglutition en force, manœuvre de Mendelssohn finalement, de déglutition que le patient spontanément adopte pour forcer contre un obstacle physique. Donc, dans les diverticules de Zenker, il y a une dysphagie qui est rapportée dans 100% des cas. Hein. Des régurgitations, ça c'est quelque chose de très caractéristique. Régurgitation d'aliments non digérés. Ce n'est pas un reflux gastro-œsophagien où on a le contenu gastrique ou le contenu, effectivement, les sécrétions gastriques qui remontent. Non, là, ce sont des aliments intacts, enfin, où le bol alimentaire, même s'il a été préparé et mastiqué, eh bien, on va avoir des fragments d'aliments qui ne sont pas passés par l'estomac. Pourquoi ils sont restés dans la poche du diverticule et puis ils remontent. Parfois, c'est les gens qui vont vous dire « je régurgite mes médicaments ». C'est-à-dire je prends mes comprimés et puis le lendemain, je les recrache. Donc, ils ne sont pas, de toute évidence, ils ne sont pas allés dans l'estomac. Il est décrit d'ailleurs des cas, notamment, bon, c'est des cas cliniques, hein, des case reports, mais de patients qui sont retrouvés, par exemple, en hypothyroïdie, parce que tous les médicaments qu'ils prenaient restaient dans la poche et n'étaient jamais déglutis. Hein, donc, c'est des choses. On a vu aussi des publications sur des vidéocapsules. Vous savez qu'il y a parfois, pour explorer la dysphagie et des pathologies fonctionnelles ou anatomiques du tube digestif, on fait avaler des vidéocapsules aux patients, donc sur des caméras embarquées qui permettent de filmer ce qui se passe pendant tout le transit. Il y a des gens qui ont eu la vidéocapsule qui était définitivement logée dans un diverticule de Zenker. Alors, les régurgitations d'aliments, elles sont, et la dysphagie notamment, est aggravée, cette dysphagie est aggravée au cours des repas. Donc, on commence à manger, ça ne se passe pas trop mal, et puis plus la poche se remplit, plus ça aggrave, plus ça comprime en fait l'œsophage, et donc plus ça aggrave
le trouble. Et il y a des fausses routes que dans moins d'un quart des cas, ça c'est des fausses routes qu'on va retrouver essentiellement, exclusivement d'ailleurs, après la déglutition, en cas de stase pharyngée importante liée à l'obstacle. Et puis, on va retrouver des bronchopneumopathies, parfois d'inhalation, des bronchopneumopathies d'inhalation dans moins de 10% des cas, mais ça peut arriver donc dans un patient sur 10 ou un peu moins. En revanche, ce qui va être très souvent, dans plus de 3 quarts des cas, retrouvé, c'est l'altération de l'état général. C'est une pathologie qui est chronique, qui s'installe sur des mois et des années. Et donc, on va avoir des personnes qui vont décliner d'un point de vue de leur état général, pas de manière brutale, mais de manière très progressive. Et typiquement, c'est des tableaux qu'on voit de personnes qui sont dans les EHPAD, pas beaucoup d'aidants autour ou de soignants, et donc les plateaux qui sont de moins en moins mangés. Et puis, on peut conclure à des états dépressifs ou à des états de sénilité, alors qu'en fait, il y a une perte de la capacité et une réduction des ingestats petit à petit, et avec des pertes de poids majeures. Vous avez des patients qui perdent, qui arrivent en dénutrition avancée, alors qu'ils n'ont aucun trouble cognitif ou peu, et que donc on peut se retrouver avec des personnes âgées qui sont très altérées d'un point de vue de l'état général. Donc ça sera quelque chose. Alors, il y a deux implications à cette notion. C'est d'une part, toujours penser aux diverticules de Zenker chez les troubles de la déglutition du sujet âgé. OK, donc c'est très facile à diagnostiquer en plus. Et l'autre chose, c'est chez quelqu'un qui est connu pour avoir un diverticule de Zenker, donc le diagnostic est fait, eh bien, il faut tout le temps corriger l'état général, qui parfois peut être altéré, avant de lui proposer une intervention chirurgicale notamment. Hein, donc, bilan nutritionnel obligatoire dans la prise en charge des diverticules de Zenker. À l'examen clinique, de manière spécifique, ce qu'on va rechercher, finalement, en général, à l'examen clinique, on ne voit pas grand-chose, hein, puisque ça se passe en dessous du pharynx. Et nous, ce qu'on voit à l'examen clinique, c'est le pharynx et le larynx. Mais il y a un signe indirect qui a été décrit il n'y a pas si longtemps que ça, qui est le signe de la marée montante. Lorsqu'on fait une fibroscopie de déglutition avec une crème, par exemple, on voit disparaître le bol alimentaire. Parfois, il y a une stase, mais on voit disparaître le bol alimentaire. Et puis, on demande aux patients de faire plusieurs déglutitions. Et entre deux déglutitions, on va voir remonter une partie du bol alimentaire, donc de la crème qui a été déglutie, sous forme d'une espèce de marée montante, et puis qui va redisparaître après une déglutition ultérieure. D'accord? Donc, soit la fibroscopie, elle est normale, mais lorsqu'on le recherche, ce signe, d'après les auteurs, c'est l'équipe de Jean Laco-Singuilly à Tenon qui a décrit ça en 99-2013, ils ont fait plusieurs publications là-dessus. Eh bien, eux, sur une série là, de 180 patients, à peu près, ils le retrouvent systématiquement lors de l'examen clinique. Donc, ça vaut le coup, quand on suspecte un diverticule de Zenker, de faire bien sûr une fibroscopie de déglutition avec une crème qui permet de voir si on a, entre deux déglutitions, la réapparition d'une partie du bol alimentaire. C'est un signe qui, lorsqu'il est présent, est très évocateur du diagnostic, mais lorsqu'il est absent, eh bien, soit ça ne l'exclut pas. Donc c'est très spécifique, mais ça peut ne pas avoir une sensibilité maximale, bien que dans la publication de l'équipe de Tenon, il le retrouve à 100%. Néanmoins, il n'y a pas d'autres publications qui ont retrouvé ces chiffres. Donc, il faut voir si dans d'autres mains, c'est aussi efficace. L'état nutritionnel, bien évidemment, il doit faire l'objet de l'évaluation clinique. Alors, au niveau des examens complémentaires, je vous disais que le diagnostic est très simple à poser. Il suffit, on n'a même pas besoin de faire de vidéo radioscopie, de radiocinéma. Il suffit d'un cliché simple de profil, de transit pharyngo-œsophagien, donc des images statiques sont suffisantes
On peut le voir bien sûr en radio-cinéma, mais là, vous voyez, ici, on a cette vue de profil. Là, on a le niveau de l'osioïde. Ici, on est au niveau du cricoïde. Et donc, en dessous, on a cette poche ici qui est dirigée vers l'arrière. Donc, c'est médian. Hein. Et là, on voit bien cette empreinte postérieure par rapport à l'œsophage qui est là. Hein, cette empreinte postérieure qui va s'écraser ici sur le rachis, donc qui va pousser l'œsophage vers l'avant. Plus la poche est volumineuse et plus ce mécanisme existe. D'accord. Donc ici, on a effectivement le sac diverticulaire qui s'opacifie et là, il y a un niveau entre le liquide de la barite et l'air qui est au-dessus, un niveau hydroaérique. Et là, on voit l'œsophage ici. Donc, on peut le mesurer, effectivement. Donc, ça, c'est une image de profil caractéristique. Ce qu'on voit, c'est le sac diverticulaire en arrière. Et ici, ça, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le muscle cricopharyngien qui est vu en profil. Hein. Il faudrait imaginer qu'il fait tout le tour de l'œsophage, mais là, il est ici très présent. Et c'est lui qui est en cause dans la survenue de ce diverticule. Donc, ça permet on peut faire aussi de la manométrie, ça permet de quantifier l'hypertonie, hein, mais c'est optionnel dans le cas d'exploration diverticule. Là, ici, on est sur des vues de face. OK, vue de face, on a une image d'addition, une image qui n'est pas là d'habitude, une image d'addition en plein milieu de l'œsophage. En tout cas, de la jonction, la partie basse de la jonction pharyngo-œsophagienne. Excusez-moi. Oui. Est-ce qu'il est observé lorsque le diverticule de Zenker est plus important, des détresses respiratoires, ou est-ce qu'il y a une incidence à un moment sur la trachée ou pas du tout? Non, 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 il n'y a pas du tout d'incidence sur la trachée. La trachée, elle, est un organe rigide, hein, cartilagineux, qui est assez résistant. Et le diverticule n'est pas en mesure d'exercer une pression suffisante pour écraser la trachée. Donc, il n'y a jamais de symptomatologie respiratoire en dehors de pneumopathie d'inhalation secondaire. Hein. Ok. Alors, justement, les stades, le volume des diverticules, eh bien, on peut les classifier. Bon, il y a cette classification qui en vaut une autre, mais en 4 stades. Avec la première, c'est une hernie postérieure qui est inconstante, c'est-à-dire qu'au moment du temps œsophagien, ben, on voit une petite hernie inconstante de la paroi postérieure. Ici, on a une image constante, mais qui a développement horizontal. Hein, c'est la composante, finalement, la hernie c'est en train de se former, mais de manière horizontale. Et puis, les plus classiques, ceux où on voit le plus volontiers les patients, c'est l'image de poche verticale à développement vers le médiastin, vers le bas. Hein, donc, stade 3 et stade 4 avec compression importante de l'œsophage. Okay, donc là, on peut les classifier comme ça, ou alors on peut les classifier en fonction de leur taille. Voilà. Fibroscopie de déglutition, on le dit, signe indirect, le signe de la marée montante. Là, c'était la première des publications qu'ils avaient faites en 1999. Alors, le traitement. Ben, il est essentiellement chirurgical. Il faut lever l'obstacle du muscle cricopharyngien. Donc, l'obstacle, il est là, c'est lui là. Donc, soit on va le sectionner en passant par l'intérieur. Hein, il faut l'effondrer. Il faut diminuer ce muscle au maximum, au maximum, au maximum. Okay, à partir de ce moment-là, ben, on n'aura plus d'obstacle. Et en plus, la poche va communiquer largement avec l'œsophage cervical. Et donc, ça va finalement faire une absence de séparation entre la partie postérieure du diverticule et l'œsophage. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de symptomatologie. L'autre alternative à ça, c'est plutôt de supprimer chirurgicalement, on va le voir par voie cervicale, hein, par une chirurgie classique, et d'enlever le sac diverticulaire. Mais finalement, enlever le sac, bon, ça peut être intéressant, mais le principe de la chirurgie, c'est de supprimer l'obstacle du muscle cricopharyngien. Alors,
Par voie chirurgicale, si on veut, ça se fait sous anesthésie générale, mais ça peut se faire sous anesthésie locale. Ça peut être un des éléments importants parce que certains patients sont en très grande précarité au niveau de leur état général. Et même si on essaie d'avoir une renutrition, parfois, on peut être amené à avoir des patients qui sont en contre-indication d'anesthésie générale. Et donc, c'est intéressant à savoir parce qu'on peut tout à fait faire une chirurgie diverticule de Zincker sous anesthésie locale. Donc, le principe est de faire une myotomie extramuqueuse, c'est-à-dire sans ouvrir la muqueuse. On va aborder cette jonction pharyngo-œsophagienne par le côté gauche en général, ici, là. Et donc, on va aborder cette région, on va sectionner le muscle là, okay, et on va supprimer le sac diverticulaire. Donc, on appelle ça une myotomie, c'est-à-dire section du muscle extramuqueuse sans ouvrir la muqueuse du muscle cricopharyngien. On le fait sur volontiers 4 ou 6 cm de hauteur, hein, parce qu'il faut supprimer tout obstacle en aval. Okay. Et le sac diverticulaire, soit on en fait une diverticulectomie, c'est-à-dire on l'enlève, on le résèque après une suture à la pince automatique, okay, ou alors on fait une diverticulopexie, c'est-à-dire qu'on va venir l'attraper et le retourner à l'envers, si vous voulez, pour faire en sorte qu'il n'ait plus de capacité de se remplir avec le sens du flux. Hein, on le met à contre-courant, ce qui permet d'éviter d'avoir une plaie muqueuse parce que chez certaines personnes qui sont en altération d'état général, il y aura une mauvaise cicatrisation et s'il y a un défaut de cicatrisation, ça fait une fuite et puis ça peut poser des problèmes infectieux majeurs. Donc, chez certaines personnes à l'état général altéré, parfois il est préféré de faire une diverticulopexie, de retourner le sac vers le haut et de le suturer, ce qui fait qu'il ne se remplit plus et nous, on a supprimé en fait l'obstacle. Okay. Donc, c'est une opération qui prend 3 à 60 minutes, en moyenne 30 à 60 minutes, c'est pas très long. En général, on fait un transit pharyngo-œsophagien de contrôle entre 3 et 5 jours après pour faire une reprise alimentaire. Là, vous voyez une vue là, sur le côté. C'est un patient avec ici le sternum, la fourchette sternale. Le menton est ici, l'angle de la mâchoire est là à gauche. Et donc, on fait une voie cervicale gauche de 4-5 cm. Ici, ça permet d'aborder la partie sur le côté de la jonction pharyngo-œsophagienne. L'œsophage est là, le pharynx est là. Et puis, donc, on va sectionner le muscle cricopharyngien, vous voyez, qui est tenu là, ici. On va sectionner ce muscle. Et puis, secondairement, on va ici mettre une pince qui va venir comme une espèce de guillotine, mais ce n'est pas tant pour couper, mais surtout pour agrafer avec des agrafes automatiques la muqueuse. Ce qui fait que là, on tient le diverticule et de l'autre côté, il y a la jonction pharyngo-œsophagienne. Et puis après, on va sectionner une fois qu'on a agrafé. On sectionne et donc vous voyez ici, là, la tranche de section. Donc là, c'est l'œsophage cervical. Là, c'est le pharynx. Et là, c'est ce qui reste disons, du collet du diverticule avec des agrafes ici. Voilà. Et donc, ça permet de supprimer le diverticule. Là, je crois que c'est oui, un film qu'on avait fait il y a quelques temps avec Bernard Guerrier, mon patron, bon, chaque année, on fait des cours de chirurgie. Et donc, là, il y avait un cas de diverticule de Zincker pendant ce cours. Donc, l'installation, on met une sonde nasogastrique et on met un ballonnet intra-diverticulaire, ce qui permet de le repérer. On met un petit ballonnet, alors soit une sonde urinaire, soit c'était des ballonnets on appelait de Franchebois, qui permettaient on gonflait le ballon à l'intérieur du sac diverticulaire. Donc, ça, c'est une endoscopie. On a ici l'entrée de l'œsophage, on a passé une sonde œsophagienne dans l'œsophage et on voit ici la séparation entre le diverticule qui est rempli par ce ballonnet et puis l'œsophage. Okay. Donc là, on fait une cervicotomie gauche. Hein, en général, c'est toujours comme ça qu'on fait. Donc, effectivement, là, on va aborder l'œsophage cervical. C'est une voie classique. Hein, on laisse les vaisseaux carotides, veines jugulaires en dehors et on passe en dedans. Voilà. Donc, ça permet d'aborder la jonction pharyngo-œsophagienne. Et puis, alors là, il y a trois structures finalement qui
qui permettent d'accéder à cette jonction pharyngo-œsophagienne au niveau chirurgical. La première, elle est plutôt blanche, c'est le tendon intermédiaire du muscle homoyoïdien. Donc, le muscle homoyoïdien, on va le sectionner ou le repousser vers le haut, ça dépend comment il est positionné. Donc là, ici, structure rouge, donc la structure blanche, c'est le tendon intermédiaire. La structure rouge, ça va être l'artère thyroïdienne inférieure qu'il va falloir ligaturer. Et puis la structure bleue, c'est la veine thyroïdienne inférieure. Ça nous permet d'accéder aux diverticules de Zenker, vous voyez, par cette voie d'abord. Et là, grâce au ballonnet qu'on a mis à la palpation, on sent où est le diverticule, ce qui nous permet de se repérer. Parce que parfois, ce n'est pas si facile que ça à retrouver. Il y a beaucoup d'inflammation autour de ces diverticules de Zenker, souvent. Et donc, il y a pas mal d'adhérence et ce n'est pas facile. Là, ici c'est l'artère thyroïdienne inférieure qu'on va ligaturer. Ouais, il y a beaucoup d'adhérence et donc parfois on a du mal à… Voilà. Et là, on va libérer la partie postérieure du diverticule qu'on voit qui est un peu gonflée par le ballon, là. Et dès qu'on l'a repéré, après, on peut demander à un aide de passer sous les champs et de dégonfler le ballonnet puis de le retirer, parce qu'après, ça va nous gêner, au contraire. Donc voilà, là, on peut saisir le diverticule de Zenker, ici. Voilà. Après, on fait dégonfler le ballonnet, ce qui permet de l'attraper. Et donc, il y a tout un temps de dissection de ce diverticule vis-à-vis des fibres musculaires qui sont là, qui est le cricopharyngien. Et donc, tout est un petit peu adhérent. Et donc, on va être amené à disséquer ça pour progressivement faire une myotomie complète de ce muscle et une libération complète du sac diverticulaire. Donc, c'est une chirurgie qui est assez méticuleuse parce que on est dans la fibrose, mais il ne faut pas faire de brèche muqueuse. Donc, vous voyez, on sépare la partie musculaire du cricopharyngien qui est ici du sac diverticulaire qui est un peu au-dessus. Et voilà, progressivement, on va venir donc disséquer cette région. Là, on voit bien le diverticule qui est là. Ça, c'est un diverticule de petite taille. Parfois, on a des diverticules qui font 4 ou 5 ou 6 cm de hauteur, hein. Voilà, et ça, donc, c'est une chirurgie de dissection qui permet, comme on l'a vu sur les photos, à la fois de faire une myotomie extramuqueuse et aussi une diverticulectomie. Alors, il existe des alternatives à cette voie chirurgicale, par voie externe, hein, par voie cervicale, c'est la voie endoscopique. La voie endoscopique, ça a été fait au début au laser, c'est les premières techniques qui ont été faites. Maintenant, ça se fait beaucoup plus avec des pinces endoscopiques qui sont prévues à cet effet. Donc, si on veut, là, on se retrouve avec notre diverticule en vue de profil, hein, avec le pharynx, l'œsophage, le diverticule, et puis notre obstacle ici. Donc, le principe, ça va être d'effondrer cet obstacle-là et de faire ce qu'on appelle une diverticulostomie, c'est-à-dire qu'on va venir ouvrir le diverticule sur l'œsophage cervical. D'accord? Donc, on comprend bien qu'on a intérêt à ce que le diverticule soit assez grand, parce que si on veut passer des instruments de part et d'autre, ben, il va falloir quand même que le diverticule soit assez haut pour pouvoir avoir une action, que la chirurgie puisse avoir une action sur tout l'obstacle. Si c'est un petit diverticule, ben on pourra agir que sur cette partie-là et effectivement, il va rester de l'obstacle et donc il va y avoir des récidives. Donc ça, c'était un des premiers films aussi qu'on avait fait dans les années 2000. Hein, ça fait assez longtemps que ça existe. Donc là, on est en endoscopie. Là, on met une aspiration dans le diverticule lui-même. Vous voyez, on a le fond d'une poche là. On a la partie arrière. Ici, c'est l'entrée de l'œsophage qu'on voit ici, qui est fermé, hein, c'est un sphincter, donc c'est tout le temps fermé. Donc là, on va mettre l'aspiration dedans pour bien palper les choses, effectivement. Et là, on a ce qu'on appelle le mur du septum diverticulaire. Donc, c'est une cloison qu'on va vouloir abattre, en fait, pour faire une seule grande pièce, quoi. Okay, donc là, on rentre une pince auto-suturante et auto-sectionnante qui coupe et qui agrafe en même temps. On ferme les morts de cette pince. On ferme les morts de cette pince et puis on va venir sectionner et agrafer en même temps le diverticule
Donc, le septum diverticulaire, qui est le mur qui sépare le diverticule en arrière de l'œsophage en avant. Donc là, on fait agir, il y a plusieurs gâchettes sur ces pinces. On fait agir la gâchette de l'agrafage, puis la gâchette de la section, et puis enfin, on relâche la pince. Il y a quelques agrafes surnuméraires qui sont là. Et puis là, on voit donc qu'on a une espèce de forme en V où on est venu séparer et sectionner le muscle cricopharyngien sur cette partie-là. D'accord? Alors, il est certain qu'il y a toujours un petit rebord ici qui va rester, et c'est là où on peut avoir des récidives. D'un point de vue, bon, en général, eh bien, l'hospitalisation, on peut le faire maintenant, ça se fait en ambulatoire. Au début, on gardait les patients plus de temps que ça pour les surveiller parce qu'on n'avait pas beaucoup de recul. C'est une technique qui est assez sûre et qui marche très bien. Ici, je ne vous ai pas mis de film, mais on peut aussi faire la même chose au laser, c'est-à-dire on passe par l'intérieur, et c'est ce que font les gastro-entérologues. Ils le font avec des fibroscopes au laser, et donc ils viennent avec des lasers à diode effondrer ce diverticule, ce diverticule. Et donc là, on est limité dans cette action parce qu'on va en laisser un petit peu. Alors, soit on est maximaliste, on enlève tout, mais on fait un trou, et puis il peut y avoir des infections. Soit on veut pas, on veut éviter une infection grave, et à ce moment-là, on en laisse un peu, et on va avoir une récidive de la symptomatologie. C'est ce qu'on observe en pratique clinique. Donc là, on avait fait des études qui comparaient la voie cervicale à la voie endoscopique. On avait des défauts d'étanchéité dans un cas ici, dans un autre cas ici. Donc, c'est assez équilibré en termes de risque, hein. Ça, c'est la voie endoscopique quand même beaucoup plus rapide. On avait au départ des pinces qui pouvaient mal marcher. On a eu des défauts de pinces. Voilà, maintenant, les pinces sont robotisées, sont un petit peu améliorées, ça marche beaucoup mieux. On peut utiliser aussi de la thermofusion au lieu d'utiliser des pinces autosuturantes. Il y a parfois des patients qu'on ne peut pas exposer, c'est-à-dire il y a un des gros problèmes de cette technique, c'est par voie endoscopique, c'est qu'il faut être en mesure de voir la jonction pharyngo-œsophagienne parfaitement. Et chez des patients qui ont une mauvaise anatomie, eh bien, on ne pourra pas le voir. Très récemment, on est en cours de publication. Il y a une grosse étude qui a été faite par les gastro-entérologues et en association avec les ORL de Montpellier, de Béziers, de Nîmes, où on a pris plus de 250 patients opérés sur différents sites et on a comparé finalement la voie cervicale, la voie endoscopique faite par les ORL, la voie endoscopique faite par les gastro-entérologues. Et finalement, on se retrouve avec le même taux de complications dans les trois techniques. Donc, quasiment 10%, on est plutôt à 8% en fait de perforation. Ça donne des infections assez sévères, hein, donc c'est des cas assez compliqués, mais on n'y échappe pas, y compris par voie endoscopique gastro-entérologique ou par voie endoscopique ORL. Et en revanche, on a une efficacité qui est maximale, qui est de près de 95% par voie chirurgicale et qui est autour de 50% seulement par voie endoscopique, tout confondu. Donc en fait, ce qu'on observe, c'est que la voie endoscopique va plus vite en termes d'hospitalisation, mais on a quand même des nécessités de faire plusieurs gestes endoscopiques dans plus de la moitié des cas. Voilà, c'est en cours de publication, mais ça reflète assez bien la pratique clinique qu'on observe en réalité. Voilà. Donc, les récidives, nous, dans notre pratique, eh bien, ça existe lorsqu'il y a une insuffisance du muscle cricopharyngien, mais il y a aussi des dysphagies qui persistent dans les cas de pathologie, notamment le syndrome de Steel-Richardson, qui est un syndrome extra-pyramidal sévère. Et donc, il y a aussi d'autres composantes à la dysphagie qui ne sont pas traitées exclusivement par la chirurgie et la section du muscle cricopharyngien. Il y a quelques cas de cancer, c'est très rare, hein, mais ça peut arriver. Donc, qu'on le fasse par voie endoscopique ou par voie chirurgicale, il faut quand même vérifier le fond du diverticule pour être certain qu'il n'y a pas de cancérisation. C'est rare, mais ça existe dans 0,3% à 4% en fonction des séries.
Donc là, les résultats dans la littérature, mais ça, c'était des études un petit peu anciennes. Maintenant, les nouveaux résultats montrent plutôt, ben, c'est sûr qu'il y a une courte hospitalisation, mais il y a aussi des difficultés techniques dans un cas sur 10, largement. On a des difficultés d'exposition et puis on a des récidives assez fréquentes. Et les reprises endoscopiques, là, elles étaient évaluées à 19%. Je pense que c'est un petit peu sous-évalué. On est plus autour de 50%. Les indications, bah, de toute façon, en général, hein, globalement, un gastro-entérologue voit un patient qui a un Zinker, il opère par voie endoscopique. Un ORL voit un patient, ben, en fonction de sa pratique, soit il le fait par voie endoscopique, laser ou pince autosuturante ou thermofusion, soit effectivement, il préfère le faire par voie cervicale. Il y a deux petites notions qu'on peut avoir. Hein, deux petites notions qui peuvent différencier un petit peu la voie cervicale pour les ORL de la voie endoscopique. Pour moi, c'est quand on a un petit diverticule de moins de 3 cm, eh ben, la voie endoscopique ne va pas bien marcher parce que justement, on ne pourra pas effondrer suffisamment de muscles cricopharyngiens. D'accord. Donc, et puis s'il y a des difficultés d'exposition, a fortiori. Donc voilà, si le diverticule est assez grand, finalement, ça vaut le coup de le traiter par voie endoscopique. Autre élément de choix, en fait, il y a deux sous-populations dans les diverticules de Zinker. Vous avez les sujets très âgés qui ont une dégénérescence musculaire qui explique ce diverticule de Zinker. L'espérance de vie n'est pas très longue. Ça peut valoir le coup de faire une technique, même s'il y a une récidive 2, 3, 4 ans après. Ça peut être secondaire si on veut. Maintenant, il y a une autre population, c'est des sujets autour de 50 à 60 ans qui ont plutôt des problèmes d'hypertonie et d'asynchronisation de la jonction pharyngo-œsophagienne qui explique le diverticule. Nous, on avait l'expérience de deux collègues chirurgiens digestifs, d'ailleurs les deux, qu'on a opérés de diverticule de Zinker eux-mêmes, parce que en fait, c'était des gens qui étaient très stressés, qui mangeaient très vite, qui n'avaient pas beaucoup de temps pour manger, et qui finalement s'étaient fait des diverticules de Zinker sur des efforts de déglutition importants. Et donc, ce n'est pas une vue de l'esprit, hein, ça arrive aussi à une autre population qui est autour de 55-60 ans. Et là, on se dit, moi, je préfère les opérer par voie classique pour avoir un résultat définitif en un temps et ne plus avoir à réintervenir. Donc, voilà un peu les critères un petit peu subjectifs de choix qu'on peut faire entre la voie endoscopique et la voie cervicale. C'est discutable. Hein. Donc, en conclusion, ben, un principe fondamental, c'est la myotomie du sphincter supérieur de l'œsophage. Le risque fonctionnel, c'est de couper insuffisamment et donc il faut réintervenir. Le risque vital est rare, mais il existe hein, avec des complications infectieuses, notamment de médiastinite sur des perforations. Et puis, savoir ne pas intervenir immédiatement, c'est-à-dire un sujet qui est très dénutri, il faut le réalimenter. Le réalimenter, ça veut dire mettre une sonde nasogastrique au départ. Souvent, mettre une sonde nasogastrique chez quelqu'un qui a un diverticule de Zinker, parfois c'est impossible parce que la sonde nasogastrique s'enroule dans le diverticule. Parfois, on est obligé soit de mettre des jéjunostomies, soit alors de placer la sonde nasogastrique sous anesthésie générale si le patient est anesthésiable. Mais il faut savoir que parfois, l'état général contre-indique une anesthésie générale. Donc, on peut faire des jéjunostomies sous anesthésie locale ou faire une nutrition parentérale. Mais bon, vous savez que la nutrition parentérale, ce n'est pas excellent en termes d'efficacité. En tout cas, je pense que c'est intéressant de connaître tous les moyens thérapeutiques pour choisir pour le patient quel est celui qui est le meilleur. Voilà. Est-ce qu'il y a des petites questions sur les diverticules de Zinker? Oui, excusez-moi, j'ai une question. J'ai pas bien compris. Le risque de cancérisation, il est post-opératoire ou même avant l'opération, en fait? Ouais, il est avant l'opération, c'est-à-dire que c'est des zones un peu inflammatoires. On ne sait pas vraiment ce qui se passe hein, au niveau de la cancérisation de ces diverticules de Zinker. Je ne sais pas pourquoi il y en a. C'est rare, mais ça arrive. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans cette poche, au fond de cette poche, il peut se développer un cancer de l'œsophage, enfin un cancer à partir de la muqueuse, donc un cancer du diverticule de Zinker. Et donc, voilà, c'est intéressant, mais c'est quelque chose qui, effectivement, préexiste. Hein,
avant toute intervention. Une fois qu'on a enlevé le diverticule ou que l'opération est faite, après, il n'y a pas de sur-risque qu'il y ait un cancer à ce niveau-là. Hein. Merci. Moi aussi, j'ai une question. Est-ce que on peut trouver un diverticule de Zenker chez quelqu'un de très jeune? Eh ben oui, alors très jeune, je ne sais pas ce que vous entendez par là, mais 45-50 ans, c'est le début de ce qu'on voit dans la population, ouais, effectivement. Sans pathologie particulière, hein, de manière essentielle, sur le profil dont je vous ai parlé, c'est-à-dire jeune chirurgien, quoi. Vous voyez? Qui mange très vite entre deux opérations, qui n'a pas le temps, qui fait des gros efforts, des gros bolus. Voilà. Et donc, ça peut développer un diverticule de Zenker. Je pense qu'il, bien évidemment, il faut qu'il y ait une prédisposition, hein, avec peut-être un muscle un peu, une zone de faiblesse particulièrement faible, mais on en voit quelques-uns autour de la cinquantaine. Ouais. D'accord, merci. J'ai une question aussi. Est-ce qu'ils sont plus observés chez des gens qui cumulent une pathologie de relaxation du SSO et du coup qui forcent de plus en plus et qui peut se créer un... Oui, ouais, absolument, absolument. Il y a quand même une pathologie primitive qui est retrouvée dans plus de 80% des cas au niveau de l'analyse qu'on fait du muscle. Le muscle a une dégénérescence et ça peut être une dégénérescence qui accompagne une maladie neuromusculaire ou alors qui ne l'accompagne pas. Ce qui est certain, c'est que, par exemple, dans la dystrophie musculaire oculopharyngée, vous avez une dégénérescence de ce muscle cricopharyngien, mais vous avez aussi une diminution de la contraction du constricteur inférieur. Donc, ça ne va pas se produire, le diverticule de Zenker, vous voyez. Il faut quand même garder une certaine force des muscles constricteurs inférieurs et d'avoir un obstacle. Donc, c'est les deux conditions qui font qu'on a un diverticule de Zenker. Au niveau chirurgical, par cervicotomie, vous ne le cherchez pas, le récurrent? Alors, on ne le cherche pas, mais j'avoue que c'est quand même bien de le localiser parce qu'on peut l'abîmer involontairement, soit avec les écarteurs, soit en mettant l'agrafage trop, un petit peu trop proximal. Voilà. Moi, j'avoue que ça ne fait pas effectivement partie de la technique, mais c'est quand même bien parce que ça arrive d'avoir des paralysies post-opératoires, y compris par voie endoscopique aussi. Hein. Mais quand on a une paralysie et qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, ben, on est toujours gêné. Ça rejoint un petit peu le cours qu'on faisait mercredi sur le pronostic. C'est-à-dire que si on sait que le nerf, on l'a vu, qu'il est conservé dans son intégralité, bon, ben, on sait que ça va récupérer. Par contre, si on l'a sectionné ou abîmé de manière définitive, ben, on ne va pas agir de la même manière. On va peut-être... ouais, vous voyez. Donc, je pense que c'est quand même assez intéressant de le repérer. Ok, merci. Et pourquoi particulièrement plutôt aborder le côté gauche que le côté droit? C'est par rapport au récurrent, justement? Ouais, alors c'est vrai que c'est par rapport au récurrent et aussi par rapport à la localisation de l'œsophage. L'œsophage cervical, quand on regarde une coupe horizontale, il est placé sur la gauche. Il est paramédian gauche, hein, en fait. Hein. Donc, on l'aborde par le côté où il déborde le plus de la trachée, en fait. Hein. On peut, en situation de reprise chirurgicale notamment, ça nous est arrivé d'aller opérer par le côté droit. C'est faisable aussi. Mais si vous voulez, c'est plus classique, c'est plus facile. L'œsophage est un peu déplacé vers le côté gauche et le récurrent gauche, il est plus dans l'angle œsotrachéal. Il est plus facile à repérer aussi du côté gauche. Quoi. Est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes? Oui, il n'y a pas de prédominance. J'avais l'impression qu'on parlait que de cas avec des hommes. Non, alors, c'est vrai que chez les personnes âgées, il y a autant de femmes que d'hommes. Chez les personnes plus jeunes, il y a effectivement une prédominance masculine. Ouais.
Mais quand on fait toute la… Enfin, si on, il y a quand même une grande majorité de personnes âgées, aux 75 ans et au-delà. Et là, il y a autant d'hommes que de femmes. Ouais. Ok. J'avais une question moi aussi. On m'a dit souvent que on pouvait avoir un diverticule de Zenker à cause de reflux gastro-œsophagien, et que c'était assez fréquent. Alors ouais, ce qu'il y a, c'est que dans les hypothèses, pourquoi le muscle cricopharyngien se contracte tout le temps et réalise un obstacle, on pense qu'un certain degré d'hypertonie du muscle cricopharyngien, donc du sphincter supérieur de l'œsophage, serait dû à la présence d'un reflux et que ça serait un mécanisme de contention, un mécanisme anti-reflux. Bon, il y a le sphincter inférieur, hein, c'est lui qui est à la cause du reflux, mais le sphincter supérieur pourrait jouer un rôle dans la contention d'un reflux pharyngo-laryngé, vous voyez. Et donc, c'est une hypothèse, mais bon, il n'y a pas de preuves là-dessus. D'accord, ok, merci. Il est certain qu'on observe pas mal de gens qui disent qu'ils ont des boules dans la gorge avec un certain degré de défaut de relaxation du sphincter supérieur de l'œsophage associé à un reflux gastro-œsophagien. Donc, disons de manière très indirecte, ça peut se concevoir que ça fasse partie d'une des causes initiales très en amont d'une dysfonction du sphincter supérieur de l'œsophage, puis de l'apparition du sphincter supérieur de l'œsophage. J'ai juste encore une petite question. Le diagnostic au final des diverticules de Zenker, est-ce qu'il est plutôt tardif ou est-ce qu'il est plutôt précoce en fonction de… Il est très tardif. Il est trop tardif. Et quand on parle à une population comme vous, de soignants ou de médecins qui voyaient des personnes âgées, une population âgée, je pense que ça va faire même partie des diagnostics qu'il faut évoquer en priorité, pas parce que c'est le plus fréquent ou le plus probable, mais parce que si on le trouve et déjà, si on ne le trouve pas, en fait, on ne peut rien faire face à un diverticule de Zenker, si vous voulez, que l'opérer. Au niveau rééducatif, on ne va rien pouvoir faire. Et aussi, le patient va se retrouver en situation parfois de dénutrition très avancée. Donc, je pense que dans la prise en charge initiale d'un patient, une des questions à se poser au départ, c'est est-ce que ce patient n'a pas un diverticule de Zenker? Voilà. Il y a des signes évocateurs, des régurgitations d'aliments ou de médicaments, mais ces signes sont inconstants. Donc, ici, s'ils ne sont pas, ça n'élimine absolument pas la présence d'un authentique diverticule de Zenker. Donc, en pratique, ce qu'il faut demander, c'est une radio de profil avec une déglutition de barytes, quoi. C'est ce qu'on appelle un transit pharyngo-œsophagien. Ça se prescrit. C'est fait dans tous les cabinets de radiologie et vous avez ou pas le diagnostic, quoi. Vous voyez ? Oui, excusez-moi, j'ai une question. Sur le VTPO, vous ne pouvez pas savoir si c'est un problème de relaxation du SSO ou bien un problème d'ouverture, en fait. Non, absolument pas. Ouais. Ouais. C'est sûr qu'en plus, bon, sur une radio, c'est très dépendant du moment où on prend la radio. Non, la radio, elle nous sert à opacifier le diverticule, à voir qu'il y a un diverticule. Après, pour analyser ce qui se passe au niveau du sphincter supérieur de l'œsophage, là, c'est la radiographie, hein, la scopie, quoi. Il faut faire un radiocinéma de la déglutition. Hein. Ça, oui, justement, excusez-moi, c'était sur le VTPO. Comment vous Mhm. arrivez à voir la différence entre soit c'est un problème de relaxation ou bien un problème d'ouverture? Alors, ça, c'est en général, c'est pas forcément sur diverticule de Zenker. Oui, mais, hors diverticule, pardon. Ouais, hors diverticule. Hein. En fait, le défaut d'ouverture, c'est ce qu'on voit vraiment sur la radiologie. C'est-à-dire qu'on voit on va en parler là juste après, sur la barre cricopharyngée. On va en parler de suite, hein, puisqu'il y a les. Voilà. Désolée. Donc, non, mais c'est la transition. Donc là, ce qu'on voit sur justement ce temps qui est pris de cette vidéo radiographie, c'est on voit l'empreinte du muscle cricopharyngien au moment où on a le passage du bol alimentaire. Donc, vous avez l'opacification de l'hypopharynx, l'opacification de l'œsophage, et vous voyez le petit filet qui permet le passage, mais vous voyez la permanence de l'empreinte du cricopharyngien. Donc, c'est ce qu'on appelle une barre cricopharyngée.
Et là, on voit que l'ouverture, elle est réduite à ça. Hein, donc, ça, c'est l'ouverture au moment du temps pharyngé et du début du temps œsophagien de la déglutition. Donc, ça, c'est ce qu'on… Alors, chez les patients, peut-être qu'on continue comme ça. S'il y a d'autres questions, je pourrais y répondre après. Mais là, c'est ce qu'on voit. Alors, chez les patients qui ont une symptomatologie de dysphagie, la prévalence, c'est-à-dire le taux de diagnostic qu'on fait de barre cricopharyngée, c'est autour de 10%. Une personne sur 10 a quelque chose de caractérisable d'un point de vue d'un défaut d'ouverture du sphincter supérieur de l'œsophage. Okay, le reste du temps, ça serait une pathologie plus fonctionnelle ou d'asynchronisation qui se verra soit en manométrie, soit avec des éléments indirects. Mais voilà. Donc, cette barre cricopharyngée, elle est pas, on ne la voit pas tout le temps dans les patients qui ont une dysphagie oropharyngée, mais un patient sur 10, elle est due à une fibrose, là aussi, du muscle cricopharyngien. C'est un peu ce qu'on pourrait dire, c'est le premier temps de la formation des diverticules de Zenker, quoi. Là, on peut imaginer que si le temps passe, eh bien, cette poche ici, elle va se constituer et puis elle va se développer. Ça donnera un authentique diverticule de Zenker. Donc, c'est la barre cricopharyngée isolée. Donc, c'est l'indentation postérieure du cricopharyngien. On dit que c'est significatif si ça obstrue plus de 50% de la lumière de l'œsophage. Hein. Voilà. C'est lié à une diminution de l'ouverture du SSO. Il y a parfois, même très souvent, un résidu pharyngé en amont de l'obstacle et parfois une inhalation possible. Donc, ce qu'on voit à la manométrie, et ça c'est assez caractéristique aussi, c'est qu'il y a une augmentation de la pression intrabolus. Par définition, s'il y a quelque chose qui est passé à travers le sphincter, c'est que ça s'est fait en force. Donc, au lieu d'avoir ce qu'on avait en physiologie tout à l'heure, une baisse de la pression au moment du passage du bolus, ben là, on a au contraire une augmentation de la pression, ce qui veut dire que c'est la loi de la résistance et l'écoulement des fluides. Hein. Si le passage est rétréci, c'est que la pression a augmenté, sinon ça ne serait pas passé. Et donc, il faut avoir un muscle très fort au-dessus qui envoie beaucoup de pression. Et donc, c'est vrai que le trouble, là aussi, est majoré pour les petits bolus, parce que pour les petits bolus, il faut pousser encore plus fort, quoi. Donc, c'est des patients qui ont une symptomatologie qui est volontiers sur les liquides et sur les petits bolus. Voilà. Alors, les situations cliniques, c'est soit une barre isolée, c'est-à-dire on a une dysphagie isolée, on fait une vidéoradiographie de la déglutition, on a une barre qu'on voit, il n'y a pas d'autre contexte neurologique ou neuromusculaire, mais parfois c'est lié à effectivement des pathologies. Donc ça, on le voit effectivement notamment dans les myosites, hein, ou dans les maladies neurologiques, dans les syndromes extrapyramidaux. On l'a dit, c'est vrai que ces syndromes extrapyramidaux, il n'y a pas qu'une atteinte des noyaux gris centraux, il y a aussi, par conséquence, ou alors de manière associée, des anomalies neuromusculaires périphériques. Et donc, on peut avoir, et on en a, hein, il y a des cas de dysphagie sévère du SSO dans les syndromes extrapyramidaux et des barres cricopharyngées dans ce contexte. Donc, au niveau traitement, les moyens du traitement, il y en a plusieurs, et souvent on les associe. Hein. C'est la dilatation endoscopique. Dilatation à la bougie, ça ne se fait plus trop, mais plutôt avec des ballonnets d'inflation. La myotomie endoscopique ou chirurgicale. Les résultats, il y a 50% de bons résultats. Il est certain que en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des traitements endoscopiques progressifs. Hein, donc, on ne va pas forcément vouloir avoir un résultat à 100% parce qu'effectivement, on se sert un peu de tests thérapeutiques et on y va doucement pour ne pas entrer de lésions, notamment quand on se sert de ballonnets de dilatation. Mais au final, on arrive à bien guérir ces patients lorsqu'il s'agit
d'une authentique barre cricopharyngée un peu primitive, lorsqu'elle s'associe à des syndromes, à une DMOP par exemple, ou à des myosites à inclusion. Bien, il y a aussi un problème de la contraction pharyngée qui fait que, évidemment, on n'aura pas une efficacité à 100% sur l'ensemble de la dysphagie. Vous voyez ici, ça c'est un ballonnet dilatation, donc ça c'est une vue endoscopique. Donc l'arrière est ici, l'avant est là, tout ça c'est la bouche de l'œsophage, l'entrée de l'œsophage. On met des ballonnets, là c'est très translucide, hein, qu'on gonfle avec du sérum physiologique sous pression, et donc ces ballonnets une certaine taille, hein, souvent il y a trois disons, diamètres qu'on peut atteindre avec le même ballonnet en faisant varier le niveau de pression qu'on y applique, hein. Et donc, ça permet de calibrer vraiment le niveau de dilatation, à la fois le volume de la dilatation et la pression. Ça se fait principalement sous anesthésie générale, hein. Alors, donc ça, c'est une des bases du traitement, mais on verra aussi d'autres types de traitements. Oui, vous avez des questions? Pardon, juste, oui, les injections de Botox, vous ne les utilisez pas pour la barre? Ça n'a pas Disons que spécifiquement, pour les barres cricopharyngées, c'est vraiment une rigidité du muscle, hein. Donc, quand on fait disons une présentation comme ça, si on le mettait là, ça serait un petit peu pas très bien compris. Maintenant, moi, je vous dirais après, en synthèse, hein, quelle est l'approche plus pratique qu'on peut avoir. C'est vrai que parfois, on peut s'en servir. Maintenant, c'est vraiment la toxine botulique, ça sera utilisé dans les défauts de relaxation, voilà, les défauts de commande neurogène. Ça marche beaucoup. En tout cas, c'est très utilisé. Pour la barre, c'est pas le standard, si on veut. Et comment vous faites juste le diagnostic du coup? Vous utilisez juste la vidéofluoroscopie ou le radiocinéma, comme vous dites? Ouais. Ou vous ne faites pas de manométrie? Parce que... Alors, si on a un doute, c'est-à-dire qu'on fait en première intention un radiocinéma, on voit si on arrive à analyser de manière satisfaisante les choses, c'est bien. On voit par exemple une barre cricopharyngée, ça ne pose pas de problème. Si maintenant on n'a pas de barre et qu'on a par exemple une stagnation importante dans les sinus piriformes sans qu'il y ait de défaut d'ouverture, là, ça vaut le coup de faire une manométrie. Donc là, on les envoie à Nîmes, quoi. Nous, en pratique, hein, on ne les fait pas. Mais bon, il y a des gastro-entérologues sur Montpellier qui sont motivés pour le faire, donc il faut qu'ils se fassent une expérience. Mais voilà, en tout cas, ce qui est important, c'est en première intention de faire la vidéofluoroscopie. Ouais. Et donc, après, c'est ça aussi le contexte. Dans le syndrome de Wallenberg, par exemple, vous allez voir, il n'y a pas d'ouverture. Oui, dans le syndrome de Wallenberg, on verra effectivement qu'il y a une stagnation très importante, parce qu'il y a un défaut de contraction des constricteurs inférieurs. Et donc, du coup, il n'y a pas vraiment de sténose, parce que le bol alimentaire peut passer, mais il passe lentement avec l'ouverture et se fait de manière correcte. Mais là, ça vaudra le coup parce que ce qu'on peut s'attendre, c'est qu'il y ait un obstacle relatif qui se fait, c'est-à-dire qu'au moment du temps œsophagène de la déglutition, il n'y a pas de relaxation supplémentaire, si vous voulez, du sphincter supérieur de l'œsophage. Donc, il y a un obstacle relatif, hein, qui se fait, il y a un défaut de relaxation, bien qu'il soit souvent un petit peu atone le sphincter supérieur de l'œsophage et le syndrome de Wallenberg. Il n'y a pas la commande concomitante au passage du bol alimentaire, et donc il y a un obstacle relatif, et ça on peut le mesurer au niveau des pressions. Ouais. Merci beaucoup. Voilà. Donc les relaxations... Oui, allez-y. Et juste une dernière question. En fait, ce que je ne comprends pas très bien dans la barre cricopharyngée, c'est que quand on fait des vidéoradioscopies chez le sujet âgé, on a souvent l'empreinte en fait qui est visible. Mais du coup, quand est-ce que vous décidez de l'opérer? C'est
c'est uniquement sur un critère, comme vous disiez, de pourcentage d'obstruction, ou ça va être quand vous avez une stase du sinus piriforme? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, effectivement, quand si on a mis en évidence qu'il y avait un problème au niveau de la jonction pharyngo-œsophagienne, on voit qu'il y a, comme vous dites, une stase dans le sinus piriforme, une ouverture qui n'est pas satisfaisante, une empreinte permanente. Il faudra faire quelque chose. Et c'est vrai que l'approche pragmatique, en fait, c'est de faire, si on peut, si le sujet peut se prêter à une anesthésie générale, hein, à ce moment-là, on fait une endoscopie, on fait une tentative de dilatation pour voir ce que ça donne d'un point de vue même opératoire. C'est-à-dire que pendant l'opération, on voit si on a une sténose ou pas et quel est son degré, et on commence à la dilater. Et puis aussi, on peut, de manière concomitante, faire un test aussi thérapeutique avec une injection de toxines, par exemple. C'est des choses qui se font, si vous voulez, un peu au cas par cas et qui sont décidées. Il n'y a pas de manière très… il y a des grands principes, si on veut, mais au cas par cas, on va souvent y aller aussi par test thérapeutique et progressivement, quoi. Mais dans le cas que vous évoquez, un sujet âgé qui a une stase des sinus piriformes et une ouverture incomplète, très volontiers, on fait une dilatation modérée, une endoscopie avec une dilatation modérée. Ça permet de voir comment ça se passe, de voir si on a un relief très important du muscle cricopharyngé. On fait une dilatation, peut-être on se dit le coup d'après, on pourra sectionner le muscle cricopharyngé au laser. Ça donne aussi une part d'exploration en fait, et de connaissance de la physiopathologie, le fait d'intervenir, quoi. Merci. Ça correspond finalement à la diapo qu'on voit là, c'est-à-dire une relaxation incomplète du SSO. C'est des choses qu'on voit dans le Wallenberg, dans certains syndromes extra-pyramidaux. Et donc, on a moins d'une ouverture qui est normale ou subnormale, mais il y a quand même quelque chose. On est entre 30 et 50% d'obstruction de la filière. Il n'y a pas de syndrome spécifique. Mais bon, voilà, on sent qu'il se passe quelque chose. Et là, c'est intéressant, effectivement, soit de pousser les investigations avec une manométrie. Voilà, c'est intéressant. Maintenant, bon, souvent, c'est des tests thérapeutiques qui sont faits. Alors, les principes du traitement, c'est ça, hein. Je pense que c'est ce qui peut résumer un petit peu l'ensemble de l'approche thérapeutique. Au niveau des adaptations, au niveau des adaptations de la texture, volume et texture du bolus, hein, globalement, si on a un défaut d'ouverture, il va falloir avoir des bolus plus importants. Si c'est un défaut de relaxation, pas forcément. Les manœuvres, les manœuvres de déglutition forcée, les manœuvres de Mendelssohn, c'est intéressant là aussi quand il y a à travailler pour renforcer la contraction des muscles pharyngés, éventuellement pour forcer contre un obstacle. Mais pour forcer contre un obstacle, on a aussi intérêt à travailler en rééducation la tonification des muscles élévateurs du larynx. Ça va permettre d'améliorer la composante mécanique de l'ouverture du sphincter supérieur de l'œsophage. Donc ça, on va en dire deux mots. Il y a la toxine botulique qui peut être intéressante, il y a la dilatation et il y a la myotomie du cricopharyngien. Voilà un peu toutes les techniques qu'on peut utiliser. Au niveau rééducatif, la manœuvre de Mendelssohn, ça, vous savez ce que c'est la déglutition en force, glotte fermée contre résistance pour permettre d'avoir un maximum de force au moment de la contraction des constricteurs inférieurs et du recul de la base de langue. L'exercice de shaker, je ne sais pas si vous savez ce que c'est assez intéressant. Bon, c'est de la musculation, hein, c'est de la kinésithérapie en fait. C'est une étude qui a été faite il y a un petit moment, mais qui est assez intéressante, hein. Donc, en fait, la manœuvre de shaker, c'est de mettre le patient en décubitus dorsal et de lui faire des manœuvres de relevé de tête pour remuscler les muscles prélaryngés, notamment. Il y a d'autres techniques qui permettent de remuscler ces muscles, mais c'est un exemple de prise en charge. Ça vise à avoir une meilleure tonicité, une meilleure action des muscles élévateurs du larynx. Et donc, ça permet d'améliorer
l'ouverture du SSO. Ça a été testé au niveau clinique et radiologique, ça marche bien. Ça permet d'optimiser l'ouverture du sphincter supérieur de l'œsophage. Dans les atteintes post-radiques du sphincter supérieur de l'œsophage, ça on en voit beaucoup, soit après la laryngectomie totale, soit même sans la laryngectomie totale. On en avait parlé un petit peu mercredi. On a à la fois une dégénérescence fibreuse des muscles et aussi une névrite radique qui fait qu'on a une perte de la commande neuromusculaire. Et donc là, on a une dysphagie qui, elle, est progressive avec une diminution des ingestats, souvent une perte de poids. La perte de poids, vous l'avez vu hier avec le docteur Flory, mais vous savez que l'amyotrophie liée à la perte de poids, bien évidemment, aggrave toute dysphagie. Donc, on ne le met jamais dans les mesures thérapeutiques, mais la renutrition est le premier élément thérapeutique de probablement toute dysphagie. Dysphagie liée notamment à la perte de la capacité musculaire. Hein. Mais le fait de renourrir les patients, de regagner l'index de l'IMC antérieur, permet d'améliorer nettement la symptomatologie de dysphagie. Donc, le corollaire de ça, c'est que plus on perd de poids, plus on a une aggravation du trouble. Et donc, chez ces patients-là, on va avoir une espèce d'accélération du processus de dysphagie. Les causes, c'est l'intensité de la radiothérapie, la chimiothérapie concomitante, et puis le délai. Il faut avoir 5, 7 ans, 8 ans après une radiothérapie qui s'installe, et on voit s'installer une dysphagie. Donc, il y a une lésion musculaire, une lésion nerveuse, un défaut de relaxation, un défaut d'ouverture. Donc, tout y est pour avoir une dysphagie dans ces atteintes. Les moyens du traitement, lorsqu'on a un patient post-radique, c'est bon d'éliminer une cause tumorale, ça c'est sûr, d'évaluer la sténose. On fait souvent des dilatations. On peut utiliser aussi la toxine botulique, même si on sait que ça va avoir peu d'effet, mais ça peut être intéressant. Ça a un effet un petit peu relaxant quand même sur les muscles, sur le muscle qui reste. Voilà. Donc, les indications du traitement, dans les formes débutantes, on fait des dilatations, des conseils diététiques. Dans les formes sévères, il faut renourrir le patient artificiellement, faire des dilatations itératives. Et parfois, ça peut arriver qu'on fasse une chirurgie du remplacement du SSO lorsqu'on a des sténoses, des destructions massives hein, de l'œsophage. À ce moment-là, il faut faire des chirurgies plus lourdes de transplant ou de lambeaux micronastomosés. Ici, vous avez un exemple de dilatation de l'œsophage cervical. Donc là, c'est pareil, hein, on utilise des ballonnets qui sont calibrés, qui permettent de bien mesurer, de contrôler le degré de dilatation. La toxine botulique, elle est très fréquemment utilisée. Donc, elle va agir essentiellement sur la relaxation, hein, sur la composante relaxation. Moi, je l'utilise, comme je vous l'avais dit mercredi, dans les syndromes de Wallenberg, par exemple, où on a souvent une paralysie pharyngo-laryngée. S'il y a une paralysie laryngée, on fait une injection de ce qu'on veut dans la corde vocale et une injection aussi au niveau du sphincter supérieur de l'œsophage de toxine botulique à faible dose. Hein, donc, on l'utilise soit par voie transcutanée, soit par voie endoscopique. Les complications sont rares, mais il faut faire attention. Les patients qui ont des syndromes neurologiques sont très, très, très fragiles hein, au point de vue de la déglutition et très sensibles à la toxine botulique. Donc, on conseille de commencer par des toutes petites doses. Idéalement, là, ce sont des seringues qui sont préparées avec du Botox ou du Xeomine, c'est pareil, 10 unités dans 0,5 ml. On peut en mettre au départ 3 seringues, voire 4 seringues. Et puis après, on peut augmenter. Hein, donc, on peut augmenter les doses. Voilà, 30 unités d'équivalent Botox, c'est pas mal pour commencer, notamment chez les malades qui ont, par exemple, des syndromes extra-pyramidaux. Il faut y aller doucement. Donc ça, c'est un laryngoscope qui est mis en place sous anesthésie générale. Un laryngoscope ou un pharyngoscope, ça permet d'accéder à la bouche de l'œsophage. Ici, là, on a la partie droite de l'entrée de l'œsophage. Ça, c'est le relief du muscle cricopharyngien. Là, c'est le relief du cartilage cricoïde. Et là, c'est l'entrée de l'œsophage. Et ben, on va faire 1, 2, 3 points d'injection par cette voie-là. Et puis, on change de côté.
et on va faire 2 ou 3 points d'injection aussi de l'autre côté. Okay, ça permet d'avoir une action sur l'ensemble de la longueur du muscle cricopharyngien. Il ne faut pas trop aller par là parce que là, il y aura le nerf récurrent et l'entrée du nerf récurrent dans le larynx. Donc, si la toxine diffuse, on peut créer d'authentiques paralysies récurrentielles, bon, temporaires, mais enfin, si on le fait d'un côté, déjà, un patient qui est dysphagique, c'est compliqué. Si en plus, on le fait des deux côtés, ça peut être assez embêtant. Donc, voilà, ça, c'est les injections de toxines botuliques sous anesthésie générale. Et puis aussi, on utilise, là, on n'en a pas parlé, mais on peut utiliser aussi ce qui reste de toxines pour diminuer la production salivaire au niveau sous-maxillaire ou au niveau parotidien. C'est assez intéressant d'avoir une diminution chez ces patients-là, notamment dans les syndromes de Wallenberg. Donc, en conclusion et en début après, on pourra discuter de tout ce que je vous ai dit. Les troubles du fonctionnement du SSO sont fréquents, mais rarement isolés. Okay. La dysphagie haute au solide, il faut penser aux anomalies anatomiques et faire une vidéoradiographie ou au minimum un TPO pour chercher un diverticule de Zenker. La vidéoradiographie, c'est vraiment l'examen clé de la déglutition avec la fibroscopie de la déglutition, hein, mais effectivement, pour examiner le sphincter supérieur de l'œsophage, il n'y a que des signes indirects en fibroscopie et il y a des alternatives à la gastrostomie chez certains patients, les dilatations, les injections de toxines, la myotomie du cricopharyngien et puis la recherche de diverticules de Zenker chez ces patients. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'avais juste une question pour les barres cricopharyngées. Vous avez parlé de la manœuvre de Mendelssohn de déglutition forcée. Est-ce qu'il y a une limite? Parce qu'au final, par rapport justement au développement des diverticules de Zenker, est-ce qu'il peut y avoir un impact à force d'entretenir une déglutition forcée? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Maintenant, bon, ça fait partie de l'arsenal de ce qu'on peut développer comme rééducation hein, sur ces barres cricopharyngées. Il est certain que le fait de travailler un peu en force avec des bolus de volume de plus en plus important, ça va quand même agir en termes de dilatation en force. Hein, on va agir quand même, on va dilater le cricopharyngien, enfin en tout cas le sphincter supérieur de l'œsophage. Donc ça a un réel effet thérapeutique au-delà d'un effet adaptatif, quoi. Maintenant, il est certain qu'il faudra quand même vérifier que sur des suivis, hein, qu'il n'y a pas de création de poches diverticulaires. Ce qui signerait qu'effectivement, on n'a pas un objectif de dilatation du sphincter supérieur, enfin en tout cas, on n'a pas atteint cet objectif, mais qu'on a eu l'effet secondaire qui est la création d'un début de diverticule. Tout à fait. Est-ce que vous avez des questions? Oui, excusez-moi, en consultation générale d'ORL, souvent on a des patients quand même qui ont cette sensation de barre, de boule dans la gorge, avec parfois une dysphagie à la salive hein, ou au liquide. Dans ces cas-là, en fonction de la gêne, vous allez souvent au VTPO ou pas? Oui, assez fréquemment parce que, bon, il faut voir ce qui se passe. Alors, les boules dans la gorge, globalement, il y a deux causes. Il y a le sphincter supérieur de l'œsophage et la laryngite postérieure du reflux pharyngo-laryngé. Okay. Donc, si on est chez un patient qui a manifestement plutôt un aspect, et c'est quand même très souvent le cas, c'est un reflux pharyngo-laryngé. Donc, on les prend en charge à ce titre-là. Ça sort du cadre de notre cours, hein, de notre topo, mais peut-être je vous dirai comment je les soigne. Mais après, si on n'a pas de signe à l'examen d'inflammation du larynx, et souvent ça s'associe à d'autres inflammations, à une rhinite chronique, à une rhinorrhée, etc. Donc là, on est plutôt sur le versant hyperacidité, reflux, voilà, troubles du transit en général, quoi. OK, mais là, on ne s'attend pas à trouver particulièrement de dysfonction du SSO. Mais si on n'a pas ce tableau-là et que le patient est vraiment
dysphagique, surtout sur les liquides, à ce moment-là, oui, on est devant une authentique dysphagie. Et donc, oui, on va au radiocinéma de la déglutition. Hein. Ouais. Et après, donc, si jamais vous trouvez ça, vous faites faire un peu, parce qu'au départ, vous faites un peu de faire de rééducation et vous adaptez les textures. En fait. Voilà, rééducation, adapter les textures. On essaie aussi de traiter un éventuel reflux gastro-œsophagien parce que ça peut avoir un impact, hein, comme on l'a dit. Ça peut entraîner une hypertonie du SSO. Et voilà. Et puis après, on suit les patients. Et puis, si on voit que les choses n'évoluent pas bien ou que c'est toujours symptomatique, à ce moment-là, on peut intervenir sous forme d'une endoscopie avec dilatation. D'accord. Et donc, votre reflux pharyngo-laryngé, est-ce que vous avez… Quelle est votre recette, s'il vous plaît? Une recette miracle, moi, qui marche très bien. C'est d'une part de reconnaître qu'il y a un problème chez ces patients. Et une fois qu'ils ont eu X courses d'IPP qui n'a pas marché, en fait, je les oriente vers de l'hygiène diététique qui est fait par les naturopathes, en fait, avec un changement à la fois de régime alimentaire, enfin qui agit sur les textures et aussi les prises d'aliments et tout ce qui est à la fois disons, alimentaire, mais aussi parfois émotionnel. Il y a une prise en charge qui est globale. En fait, ce qu'on se rend compte chez ces patients, il faudra qu'un jour on formalise un peu les choses, mais c'est une pathologie gastro-entérologique, ORL, parfois sinusienne, c'est tout un ensemble, et pneumologique aussi, ce sont des gens qui ont une espèce de bronchite chronique. Donc en fait, c'est une espèce de maladie à la fois inflammatoire et à mucosité qui n'est pas du tout étiquetée en médecine conventionnelle, hein, puisque nous, on a tout découpé en ORL, et puis dans l'ORL, en laryngo, en pharyngo, en œsophagien, etc. Donc tout est segmenté, nous, dans notre vision des choses. Mais là, ces patients, ils ont une dysfonction globale et un état de surcharge de mucosité qui est très bien pris en charge par les naturopathes et les médecins, tout ce qui approche de médecine chinoise, holistique, quoi. Voilà. Et il y a des très, très bons résultats. Et là, une fois qu'on a éliminé, parce qu'il faut bien sûr faire notre travail de médecins et de médecins physiques, hein, et donc analyser, bien sûr, qu'il n'y ait pas de reflux, d'œsophagite, de gastrite, etc. Donc, tous ces malades, ils ont toute une série d'investigation, mais une fois qu'ils ont eu tous les examens, qu'ils ont eu 10 fois des IPP à double dose, etc., eh ben, il faut d'une part reconnaître qu'on est arrivé à nos limites en médecine occidentale, hein, en médecine traditionnelle, quoi, on peut dire, et qu'on passe la main. Et moi, je travaille avec 2 naturopathes là, qui sont du coup un peu attentifs à ça, et on a des résultats qui sont excellents. Où est l'effet placebo, où est l'effet, j'en sais rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les patients, on leur rende service et que ça aille mieux, quoi. Voilà. Bon, merci beaucoup, je suis d'accord avec vous aussi. Hein. Ben ouais. De toute façon, c'est l'observation clinique, hein, un peu au quotidien, hein, qui fait qu'on voit qu'il y a des patients qui ont vraiment de gros problèmes d'hyperacidité, en fait, le transit qui marche à l'envers, il y a tout qui reflue, même au niveau colique, hein, souvent il y a des dyspepsies, il y a des bronchites chroniques, des sinusites chroniques, etc. Mais bon, voilà, c'est pas une maladie bien caractérisée, mais c'est des choses qu'on ne sait pas traiter, en fait. Et voilà. Mais bon, c'est de la pratique un peu quotidienne, ça. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions ? On est bon? Bon, ben, on va faire une petite pause, hein, et puis on va attendre la connexion de Benoît Ami de Labrotech vers, normalement, on avait dit 11h15, 11h30. Alors là, on fait une petite pause et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure.